Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises et des organismes à l'ère du numérique. On est présentement à la deuxième journée de Montréal Connect sous le thème de la révolution. On a le pays à l'honneur, le Maroc. J'ai rencontré des gens du Maroc et j'ai l'opportunité d'avoir avec moi Madame Lamia. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode est une présentation du Printemps numérique. Lamia, comment vas-tu? Très bien. Excellent. Merci beaucoup de te prêter au jeu, de t'asseoir avec nous. À la Chaise Bleue, elle te va bien. Selon le profil que les gens m'ont donné de toi, je saurai en juger à la fin de notre entrevue. Non, c'est une blague. Super, ça me va. C'est génial. Aucune pression. Hein. Aucune du tout. Aucune. Zéro. Est-ce que c'est ta première participation à Montréal Connect, Lamia? Oui, c'est la première fois en fait que je suis à Montréal Connect et je suis très honorée d'avoir été invitée pour faire le keynote d'ouverture. Quand même. Ouais, donc pas de pression non plus, mais je pense que c'est bien passé et je suis très honorée. Hein. Et je suis très surprise de l'ampleur de l'événement et tout ce que ça représente pour la ville de Montréal et à l'international aussi. C'est vraiment une grande réunion, là. On dirait que c'est la grande francophonie mondiale au niveau numérique là, qui vient de faire un point de contact à Montréal durant cette semaine. C'est exactement ça, en fait, parce qu'il y a plein d'événements maintenant sur tout ce qui est les technologies modernes, la transformation numérique, etc. autour du monde. Mais là, on a l'impression qu'on est plutôt exactement dans le lieu pour la rencontre de la francophonie, d'une part, mais aussi il y a un côté humain qui dépasse les espérances, en fait. On a l'impression que c'est des gens qui sont là, non pas juste pour le numérique, mais il y a quand même du social, un Absolument. Côté humain. Il y a une vocation plus grande aussi parce que... Puis moi, c'est quelque chose qui me fait triper, là, rencontrer des gens où est-ce que... ils se lèvent le matin avec une mission personnelle de vie, de vouloir améliorer la qualité de vie dans tel ou tel pays, de faire telle chose, puis souvent le numérique, c'est juste un moyen d'y arriver. C'est un effet de levier des fois énorme qui peut apporter beaucoup de choses, mais c'est vraiment un lieu culturel aussi, je dirais. Il n'est pas seulement pour les usines ou pour l'entreprise, c'est très enrichissant, moi je trouve. J'aime ça comme ça. À 100%, je suis tout à fait d'accord, parce qu'en général, dans les événements technologiques, on a plus axé sur la technologie, en fait, les avancées, qu'est-ce que ça peut apporter. On s'en va où, ainsi de suite, les derniers modèles et autres, la recherche sémantique, qu'est-ce qu'on est rendu à quel point, les robots, blablabla. Je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Lamia, première des choses, j'aimerais peut-être que tu puisses, c'est la première fois que tu t'assois sur la Chaise Bleue avec nous, j'aimerais peut-être mieux te connaître. Je suis curieux de savoir, tu es une femme qui vient de où? Puis un peu le background ou le track record qui t'apporte jusqu'à aujourd'hui. Je suis curieux. Elle est très dure, cette question. Hein. Oui, parce que c'est la question, mais ça va être de le faire de manière synthèse qui va être dur, hein, je pense, c'est ça. Non, mais surtout que c'est dur quand on demande d'où on vient, parce que, en plus, moi, j'ai une identité un peu très, on va dire pas complexe, mais je suis maroco-franco-australienne, donc c'est un mélange entre l'arabophonie, la francophonie, l'anglophonie. Donc, on fait plaisir à tout le monde, en fait. Mais tu sais, la richesse réside dans la diversité, souvent. Fait que t'es né riche, finalement. C'est ce que tu me dis, Lamia. J'ai eu la chance de faire partie de différentes nations, de faire partie de différentes cultures. Oui. Et je pense que c'est une richesse que j'ai eu de la chance, en fait. Et je la changerai pour rien au monde. C'est génial, ça. Fait que t'as grandi au Maroc, en Australie, au Canada? Non, en fait j'ai été un peu partout. Un peu partout? Ouais. Le Maroc, ça fait qu'un an et... Ça fait pratiquement 2 ans que je suis rentrée au Maroc, en janvier 2024, pour rejoindre l'université au Maroc, en fait, Mohamed VI Polytechnique. Mais j'ai fait pratiquement la plupart de ma vie à l'étranger, en fait, entre la France, l'Australie et l'Angleterre. OK, j'adore ça. Fait que tu travailles avec M. Jalal. Oui. On est dans la même université. La même université qui existe depuis 8 ans, l'université? Oui, c'est ça, en fait. Parce que j'ai fait un entretien avec M. Jalal, après, là, allumé aussi quand même. On a parlé d'adoption AI et de plein de différents trucs ensemble. Donc, mon collègue Jalal, il est plutôt sur le côté management et il est dans l'équipe de management. Moi, je suis plutôt dans le côté académique, recherche et connexion entre la recherche en intelligence artificielle et les industries. Donc,
mes équipes, elles Tu développent. fais cette connexion-là. Exactement. C'est tellement le pont qui est critique, qui est important. Là, Exactement. c'est une des faiblesses même qu'on a. Tu sais, je parle pour ici la nation canadienne souvent, là, Oui. qui a beaucoup d'idées, de recherche. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, puis je l'ai dit deux, trois fois à l'émission, là, mais que la façon dont on peut mesurer l'innovation, pour moi, c'est en part de marché. Si on a fait de la recherche, pour moi, c'est pas de l'innovation, c'est des super belles idées, des concepts, c'est le fun, mais réellement, lorsque se traduit, c'est ma définition, ça se peut qu'elle soit différente de la tienne, mais lorsqu'elle se traduit en part de marché, bien, réellement, on a un impact parce qu'elle est utilisée dans la vie des entreprises ou des individus ou des to-day. Moi, je dirais la même chose et je pense que je vais être lynchée par le monde académique en disant ça. Parce que moi, j'ai toujours été entre les deux. Je pense que la recherche, c'est très, très important parce que c'est un moteur d'innovation. Oui. Les startups, c'est pas là où la recherche elle se passe. Les startups, c'est là où l'exploitation se passe. C'est pas la partie exploration. Donc, les universités, elles ont quand même ce rôle de recherche fondamentale pour faire ce qu'on appelle l'exploration. Oui. Parce qu'on a le droit d'aller dans toutes les directions, de réfléchir un petit peu outside De ne the pas box. savoir où ça va finir, Exactement. à quoi ça va servir, Exactement. tout à fait. Là. Exactement. Mais comme vous le dites, en fait, les universités, elles ont perdu au cours du temps, peut-être qu'elles n'ont jamais eu ça, en fait, ce rôle moteur pour créer de la valeur dans une société, que ce soit avec un produit qui sort sur le marché et qui permet au marché d'avoir une part du marché, ou que ça soit impact direct sur les communautés ou sur le changement de la société. La qualité de vie, l'environnement, le name it, réchauffement climatique et autres, ça peut toucher plein de secteurs. 100% d'accord avec toi. Avant qu'on tombe trop dans l'université, moi, je suis curieux un peu, parce que je t'ai posé la question un peu, track record, qu'est-ce qui t'a amené à travailler à l'université? J'y en parle après, mais t'as étudié en quoi? Tu t'es promené où dans ta vie? Où as-tu travaillé? Je me suis promenée partout, en fait. Et j'ai eu cette chance-là. Non, moi, j'ai fait des études de mathématiques appliquées. Oui. Donc, j'ai fait un doctorat en France à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir le premier contrat jeune scientifique, un des premiers en France. Donc, j'étais une des 3 premiers lauréats en 2008. Et ça, c'était un contrat de recherche qui était financé par l'INRA, l'Institut national de recherche en agronomie. Peut-être qu'ils ont changé un peu le nom maintenant, que je ne me trompe pas. Mais l'idée, c'est marrant en fait, parce que c'est là où il y a c'est de là où ça vient, je pense, ma passion pour la recherche qui sort sur le marché, parce que l'idée de ce contrat jeune scientifique, c'était de pallier la recherche fondamentale dans les sciences de technologie ou les sciences du numérique. Oui. Et un secteur comme l'agriculture. Et donc, c'était une façon pour l'Institut national de recherche en agriculture, en agronomie, d'essayer de ramener les instituts de recherche fondamentale en numérique, en technologie, pour travailler avec eux. Parce que c'est pas sexy quand on fait du machine learning, de l'apprentissage automatique, quand on fait des mathématiques ou de l'informatique. Aller travailler dans l'agriculture, bon, maintenant, on a l'impression que c'est normal. Mais avant, c'était pas le cas. Qu'est-ce que je vais faire, moi, travailler avec des agronomes ou des agriculteurs qui me parlent de potato et de tomato. Je suis sarcastique, c'est très important, on regarde la planète Mars, là, on pense plus à ça, l'univers. En fait, est-ce qu'on peut percer le secret? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs et autres? Là, on fait des choses plus intéressantes dans l'agriculture. Bon, ce qui est faux, parce que bon, l'agriculture, ça nous permet de se nourrir et de vivre. Quand tu reviens dans l'assiette, ça devient très important. Les éléments de base, c'est essentiel même. Là. Exactement. Mais voilà, donc je pense que ça m'a mis un petit peu dans cette dynamique où, bon, moi, j'avais pas forcément envie de travailler dans l'agriculture, la vérité. Je ne connaissais pas. Mais il y a eu une opportunité quand même que tu as décidé de saisir, puis tu as eu la piqûre pour le rendre pragmatique, ce développement-là de recherche fondamentale. Exactement. L'INRIA, c'est un espace excellent, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez la chance d'aller visiter en France. J'y suis jamais allé, honnêtement. Il faut y aller, vraiment. Okay. Excellent, c'est un institut qui a des centres un petit peu partout en France. Il y en avait 8 ou 9, peut-être qu'il y en a plus un petit peu maintenant, j'ai pas trop suivi, mais c'est là où on fait tous les trucs super cool, en fait. On fait de la réalité augmentée, on fait tous les video game design. Les jumeaux numériques, les mais tout. Bien, est-ce qu'on fait le transfert de compétences vers l'industriel
Oui, dans ces recherches-là, c'est ça le pivot, la clé qui est importante, je pense. Exactement. Et l'INRIA, elle avait ce rôle-là, en fait, qui était différent de l'université. Donc, il y avait les universités, et bien sûr l'université de Grenoble. Moi, je l'ai fait à Grenoble, donc il y avait des centres à Paris et autres, mais je l'ai fait à Grenoble. Et il y a une université à Grenoble, l'université José Fourier, qui est excellente. Moi, j'étais dans les mathématiques. L'Institut Fourier est l'un des meilleurs au monde, qui était, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je suppose que c'est toujours le cas. À l'époque, du moins, là. À mon époque. Et il y avait l'INRIA. Et l'INRIA, elle avait un statut un petit peu particulier où on faisait de la recherche, mais on travaillait beaucoup avec les entreprises. Notamment, on avait des collègues qui travaillaient sur des projets avec Weta Digital. OK. Le Seigneur des Anneaux. Hein. Oh. C'est la boîte qui faisait les effets en 3 dimensions. Très précurseur à l'époque. Dans les années où est-ce que ça a sorti, c'était comme révolutionnaire. Là. Exactement. Et donc, du coup, moi, je me suis retrouvée dans un milieu extraordinaire où j'ai découvert aussi ce que c'est le monde du machine learning, de l'apprentissage automatique, que maintenant, par la suite, on appelle les systèmes de l'IA évolués, etc. Mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur un monde complètement différent de la formation que j'avais à la base, qui était plutôt mathématique, statistique, voilà, c'était très fondamental, rien à voir avec le marché, rien à voir avec les secteurs d'industrie. Aucunement. C'est comme les principes de recherche sémantique avec les cartographies de rapprochement, et ainsi de suite. C'est comme à un autre niveau, mais tu as trouvé eu la piqûre quand même de l'appliquer au day-to-day. Fait que tu as eu cet emploi-là ou ce contrat-là, puis par la suite, tu as progressé gauche-droite pour te ramener à être professeur présentement d'université. Oui, en fait, j'ai été professeur déjà dans d'autres universités. J'étais au Medical Research Council à l'université de Cambridge, où j'ai travaillé sur des sujets de la médecine personnalisée à la suite de mon doctorat. Donc, j'ai touché à la génomique, à la biologie, toujours les algorithmes de l'apprentissage automatique ou la nouvelle génération de l'IA maintenant, sur des domaines de la médecine et de la biologie. Et là, j'ai adoré aussi parce qu'en Angleterre, ils étaient vraiment très précurseurs, même si on parle souvent des États-Unis et des universités américaines. Mais la vérité, c'est que... Dans ce domaine-là de la santé, il y avait une avancée au niveau de l'Angleterre. Mais surtout sur la partie médecine personnalisée. Hein. Ils étaient vraiment... c'était excellent ce qui se passait. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, en fait, parce que Cambridge, ils ont un laboratoire qui s'appelle le LBM, le laboratoire de biologie moléculaire, où il y a une concentration de prix Nobel en biologie. Donc voilà, c'est pas un haut lieu quand même. Exactement. Pour aller innover là-dedans et sortir des nouvelles. Exactement. Et après, après, je suis repartie en Australie, travailler sur... je me suis éclatée, hein, j'étais professeur à l'université de Sydney, en Australie. Okay. Une des universités les plus grandes et les plus anciennes d'Australie. Et en même temps, je dirigeais pas mal d'initiatives, en fait, entre la recherche fondamentale et les besoins du marché et de l'industrie. Notamment en Australie, les plus grands secteurs du pays, du continent. C'est parce que l'Australie, c'est grand, c'est un continent, c'est pas un pays. En fait, c'est le secteur financier et l'extraction minière. OK. Ouais. Donc, quand même deux secteurs diamétralement opposés, là, mais il y a peut-être des similitudes entre les deux pas mal. Ouais. C'est sûr qu'on va creuser quand on a de l'argent, dépendamment de la valeur boursière des minerais, et ainsi de suite. Matières premières, trading dans les matières premières. C'est sûr. Voilà. Donc, c'est vrai, il y a quand même un lien. Il y a un lien qui n'est pas direct, mais qui est implicitement qui est là. Donc voilà, et du coup, je suis restée sur cette passion, en fait, de faire sortir la recherche du laboratoire pour contribuer à la société. Surtout quand on est dans un pays comme l'Australie, c'est grand, c'est riche, mais la population, elle est très petite, en fait. On est, si je ne me trompe pas, 27 millions. C'est peu, hein. C'est peu, quand même, là. C'est sûr, c'est peu. Puis c'est très concentré dans le bas, je pense, de l'Australie. Là. C'est tout à fait. C'est quoi le projet que tu as amené au marché dont tu es la plus fière? En fait... D'y avoir contribué, du moins. Moi, je dirais que les gens ils vont penser que c'est arrogant, mais moi, tous mes projets, ils sont importants, en fait, pour moi, parce que tous ces projets, pour une académique et une chercheuse comme moi, ils sont très complexes, en fait, parce que je passe beaucoup de temps à essayer de comprendre le besoin du marché ou de l'industrie avec qui je travaille.
Et on ne parle pas le même langage. Moi, je viens pas du monde de la finance, je ne viens pas du monde de l'extraction minière, je ne viens pas du monde de l'énergie ou de l'eau ou de la biodiversité. Moi, je suis une personne qui sait résoudre des équations et écrire un code qui permet de... poser la question pourquoi 7 fois en ligne pour comprendre la cause fondamentale. Exactement. Et du coup, je me retrouve dans un monde ou dans un milieu où il faut que j'aille parler à des opérateurs dans l'industrie minière, à des stratèges, à des responsables, à des investisseurs. Aux gens de la finance, comme on parlait tantôt. Exactement. Et autres. À des traders, etc. Et à ceux qui font la gestion humaine aussi là-dedans, les gens de ressources humaines qui sont là, l'adoption et autres. Fait que tu touches à tous ces différents secteurs-là dans une entreprise. Et je vous promets que c'est dur. Hein. Pour les gens comme moi qui viennent des sciences fondamentales, mais surtout les mathématiques et l'informatique, on est quand même... Peut-être que les gens ils disent qu'on est un petit peu autiste quand même sur le bord, mais pas très social. Mais je dirais tout le contraire. Depuis que je t'ai vu, là, ton niveau de sociabilité est vraiment dans le tapis. Là. Ouais, mais là c'est avec de l'entraînement, je pense. Avec toutes ces on a années. entraîné le modèle social de ton côté. Là. C'est bon, j'aime ça. et du coup, c'est très complexe. Donc moi, j'ai pas un projet dont je suis fière. Moi, je suis fière de tous mes projets parce que dans tous mes projets, il y a eu, comment dire, de la sueur, en fait, à essayer de comprendre ce qu'on peut apporter de plus parce que l'université en fait de la recherche fondamentale qui n'est pas comprise par les autres acteurs du marché ou dans les industries. Il y a l'écosystème des startups qui sont plus dans ce jeu-là, qui arrivent à comprendre les besoins et qui ont une créativité pour appliquer justement ce qu'on a trouvé dans des problèmes de la vie au day-to-day. Et du coup, pour nous, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on essaie de se positionner, mais on a cette difficulté de comprendre le problème et de le pallier à la recherche qu'on fait ou les développements qu'on fait. Et derrière ça, il y a toute une équipe qu'il faut monter pour être sûr que le projet il arrive à fin et qu'on arrive à avoir les bonnes solutions pour les bons interlocuteurs. Absolument. Et on a... Il y a plusieurs corps de métier quand même qui ont à interagir ensemble, pas seulement la recherche comme telle pour qu'elle soit appliquée. Exactement, mais surtout que dans le monde académique, on reward pas les gens qui prennent le risque, on reward les gens qui continuent à faire de la recherche de la même manière parce qu'il y a un système de publication, etc. Et dès qu'on sort de ce système, on publie pas un millier de papiers par an ou par je sais pas combien d'années, on fait pas partie du monde académique. On est un petit peu... Fait qu'on est défavorisé au niveau des financements, au niveau de la visibilité qu'on peut avoir. Oui, de la visibilité, de la reconnaissance du monde académique, parce qu'on regarde souvent le nombre de publications et le H-index qui mesure le nombre de fois qu'on a été cité ou le nombre de fois que notre papier il a été lu, etc. Mais quand on travaille avec l'industrie, on prend tellement de temps pour développer ces solutions, en fait, que déjà, on passe 6 mois, 1 an pour comprendre la problématique, avec des réunions et d'autres, aller voir les bonnes personnes, essayer de mettre l'équipe qui va travailler sur ce sujet, etc. Donc, on n'a pas le temps pour se consacrer sur la partie publication. Oui, on fait de la recherche, mais on fait de la recherche qui va dans le sens de l'industrie ou dans le sens de la solution qu'on essaie de mettre en place. C'est pas dans l'intérêt de faire une publication comme telle, c'est comme en marge, mais c'est ce qui redonne la reconnaissance pareil. Fait ça se doit d'être fait, mais c'est pas la tâche A qu'on fait direct en partant. Exactement, surtout qu'aussi il y a la confidentialité, parce que quand on travaille avec certaines industries, on n'a pas le droit de publier la recherche sur laquelle on a travaillé, parce que c'est les propriétés intellectuelles leur appartient à eux. Exactement. Sur quel type de recherche est-ce que tu as travaillé dans ta carrière? Puis comment est-ce que ça s'est traduit en nouvelles technologies, façon de faire dans le marché? Je suis curieux de me faire une image. J'ai besoin d'avoir quelque chose de pragmatique. Puis des fois, c'est dur. Hein? Puis juste avant ça, j'ai une question. On va te lancer là-dedans. Tu sais, on interagit souvent avec le commun des mortels, mettons. Quand on est en entreprise, on n'est pas des gens qui ont tout un doctorat en mathématiques et autres, qui font de la recherche fondamentale. Comment est-ce que tu pourrais me synthétiser, c'est quoi le machine learning? Tu m'as dit ce terme-là tantôt. Pour le rendre accessible à tout le monde, un dirigeant d'entreprise qui se dit hey, j'ai des robots, ainsi de suite, il y a des patterns, ainsi de suite, puis les gens me parlent de ML, de machine learning, on devrait faire ci, qu'une base de connaissances. Mais si on veut le simplifier, le rendre accessible, comment est-ce qu'on décrirait ça? C'est simple, en fait.
L'apprentissage automatique, c'est prendre un nombre d'informations sur un sujet en particulier. Oui. Et c'est juste comment dire, un système informatique ou des calculs, si on veut le simplifier comme ça, pour pour extraire une synthèse de ces informations pour pouvoir répondre à une question spécifique ou pour pouvoir prédire une action spécifique ou pour pouvoir prendre une décision. Tout simple, un exemple. Oui. Quand on veut acheter une maison, les communs des mortels, oui. Ça, c'est un exemple qui résonne très bien avec tout le monde. Parce J'aime qu'on ça. essaie tous d'acheter ou de On louer. aimerait ça, mais les prix montent, là, oui, sans non, mais cesse, ça c'est là. partout. Hein. Oui, exact. Et c'est le prix de l'inflation. Mais en fait, quand on veut acheter une maison, donc tout simple, Oui. on va visiter plusieurs maisons, d'accord? Et dans chaque maison, on regarde plusieurs caractéristiques. On regarde le prix, on regarde la location. Le nombre de chambres. Le nombre de chambres, Est-ce est-ce qu'on est proche de l'école, Ouais. du métro, est-ce qu'on a un parc à côté, qu'on a des enfants. Donc là, on collecte des informations. Donc moi, mon objectif ou ma question, c'est que quelle maison vais-je acheter ou Ok. quel est le meilleur choix que j'ai parmi les choix que je vais visiter. Donc on collecte un nombre d'informations sur ces maisons. Oui. Toutes les mêmes, hein, mais elles sont différentes pour une maison et une autre. Et en fait, nous, après, comme être humain, le commun des mortels, notre cerveau, il fonctionne d'une manière, on collecte ces informations-là et on prend la décision en fonction de nos besoins. Donc peut-être qu'on va acheter une maison qui est un petit peu plus chère, mais elle est plus proche du métro parce qu'on ne veut pas passer plus de temps dans le transport. Donc Oui. c'est pas toujours raisonnable parce que des fois, et ben c'est exactement ça en fait, l'algorithme. C'est que juste quand on est cet exemple, il est très simple. On collecte un nombre d'informations qui est fini, en fait. Oui. On a quoi? 6-7 critères, toujours les mêmes, le prix, la location, le nombre de chambres, voilà. Mhm. Mais si on veut vraiment le faire passer à une échelle plus élevée, et ben là, on ne pourra pas, comme notre cerveau, il La aura capacité la humaine, capacité. elle va être limitée à 5, 6, 7 critères déjà, c'est beaucoup. Là. Je veux dire, peut-être que si Ok. on a assez de temps pour le faire, on pourra le faire, parce que le cerveau humain, il n'est pas débile, mais il nous faut un petit peu plus de temps. Oui. Donc, c'est exactement ce processus-là qui se passe dans l'apprentissage par machine ou l'apprentissage automatique. C'est que au lieu d'avoir 7-8 critères, on a peut-être des millions de critères sur un sujet. OK. Dans la finance, par exemple, on veut prédire les stocks market Absolument. ou un truc comme ça. Donc, on va collecter une tonne d'informations et de critères et de caractéristiques. Le cerveau, il va pas pouvoir faire comme l'humain, il va pas pouvoir faire comme il fait avec une maison. Donc, il faut essayer de comprendre les relations entre ces différentes caractéristiques, pour Oui. les différents marchés peut-être, pour les différentes entreprises, etc., etc. Donc, ce que l'algorithme il fait, c'est exactement ce que fait le cerveau humain, mais sur une base de données un petit peu plus grande énorme. échelle. Voilà. OK. Donc, c'est ça, c'est très simple en fait. C'est on mimique. J'adore ça. Non, mais Le- c'est génial comme synthèse ou exemple pragmatique. Je pense que on mimique le cerveau humain dans la prise de décision. Et la prise de décision, elle peut être n'importe quoi. Elle peut être, je veux acheter, je veux investir, je veux prédire, je veux savoir, je veux comprendre. Donc c'est ça. Et d'ailleurs, toutes les avancées maintenant qu'on a dans l'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle, qui est en grande partie basée sur l'apprentissage automatique. Oui. En fait, c'est basé sur les technologies ou les techniques ou les algorithmes de réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones fonctionnent exactement comme le cerveau humain. Ils ont été inspirés biologiquement du cerveau humain et des neurones, du fonctionnement de nos neurones quand on prend une décision, en fait. Oui. Fait que c'est une inspiration biologique pour avoir développé des modèles, dans le fond, de calcul mathématique. C'est bien d'avoir passé par le Cambridge pour faire ce lien-là. C'est quand même génial. Est-ce que, de nos jours, avec les nouveaux, pas les nouveaux, mais les LLM, qui s'améliorent sans cesse, qu'on voit de plus en plus de modèles accessibles un peu à tout le monde. Est-ce que ça vient de plus en plus pallier à des besoins de développement, d'entraînement machine profond qui sont extrêmement chers, coûteux et longs à faire? Est-ce que de nos jours, il y a beaucoup plus d'opportunités d'amélioration d'entreprise qui peuvent être réglées par des outils déjà entraînés ou s'il y a encore lieu beaucoup de faire de machine learning? C'est où qu'on sépare là, le fait qu'il faut aller de ce côté-là ou de ce côté-là? C'est une très bonne question. Elle est dure à répondre, en fait, parce que Je parle avec la mienne, là. Ils m'ont dit, là, sois tannant, là. elle va dépendre beaucoup des solutions qu'on cherche. Pour répondre à une partie de la question, les LLM, déjà, les modèles de langage large, en fait, Oui. c'est une partie de l'IA, on est d'accord, hein, c'est Oui. l'IA générative, mais c'est une partie qui s'occupe des données qui sont plutôt textes.
Maintenant, bien sûr, il y a des versions audio, images, etc. Mais Oui. la À la base, base, c'est le texte. c'est le texte. OK. Donc, on a différents types de données. On a le texte, on a les images, on a les vidéos, on a d'autres types de données. Mais en fait, les modèles de langage large, les LLM, Oui. ils viennent. C'est un modèle de langage. Donc ça vient d'une famille qu'on appelait avant le traitement du langage naturel. Et donc, c'est une famille de l'apprentissage par machine, même si les gens OK. ils essaient de les séparer, mais voilà, c'est une autre Ils façon font de le faire partie pour de le la même texte. famille, dans le fond. OK. C'est la même famille, c'est Parfait. la même recette plus ou moins, avec des différences dans la technicalité qu'on rentrera pas là-dedans, Non, mais s'il vous plaît. on va l'éviter, c'est sûr. Donc l'IA générative qui est basée sur ces LLM, elle est bien pour synthétiser un nombre d'informations, elle est bien pour récolter plein d'informations sur le web, et donc ils sont ce qu'ils sont maintenant, c'est parce qu'ils ont été entraînés sur une quantité astronomique de données, c'est tout le web pratiquement, tout ce Oui. qu'on peut trouver, les articles de Wikipédia, le texte sur les réseaux sociaux, les textes sur LinkedIn. Donc Absolument. ils ont profité de toute cette quantité d'informations mises. À la disposition de Exactement. tous, là, dans le domaine public. Exactement. Est-ce que c'est vrai de dire que ChatGPT, par exemple, ou Anthropic, Name it, peut avoir un doctorat lui-même en plein de domaines, puis tu peux y parler? C'est Jusqu'à un certain point, Ouais, ça peut être possible. ça. OK. Tant que c'est des choses qui sont liées à la connaissance qu'il a acquise. OK. Parce qu'au final, ChatGPT ou Mistral ou autre, name it, comment dire, Perplexity, il y en a ils sont plein, tous là. pareils de toute façon. Ce qui change, c'est juste une architecture de LLM. Ils sont tous le même OK. principe, c'est tous des LLM. C'est la mécanique, elle est la même. Exactement. Mais reviens-moi au texte que tu disais au niveau LLM versus le machine learning. Là. Tous ces modèles-là sont faits basés sur le texte, le traitement. Donc, il y a certains cas d'usage où est-ce qu'il faut aller plus loin que ça, c'est ça? Exactement. Lorsqu'on a de la science en arrière des données, Exactement. de la volumétrie de fluide dans des tuyaux et Exactement. ainsi de suite, c'est là la cassure entre les deux? Exactement. Et là, OK. j'allais venir à ça parce que. OK, excuse-moi, je voulais pas te voler le Non, mais punch. c'est bien, mais ça veut dire que vous savez tout en fait. Vous n'avez pas Non, besoin de oh moi. non. C'est que- et hier, moi, dans ma keynote d'ouverture, c'était le message en fait, c'est que les LLM et les ChatGPT et les autres, il y a une propagande médiatique qui est quand même un petit peu qui me gêne moi comme chercheuse, parce que moi qui ai eu l'expérience de travailler, et les autres aussi, il y a d'autres chercheurs et professeurs qui travaillent avec les industries, on sait que la plus grande valeur, elle n'est pas là en fait, parce OK, que tu réponds exactement à ma question, ce que je voulais t'entendre dire. parce que bon, les LLM, ils peuvent servir pour faire des chatbots, des agents conversationnels, etc. C'est génial, hein, parce que On va les faire des courriels, entreprises, faire des synthèses de rencontres. des emails, Ouais. aider dans les tâches répétitives. C'est excellent, hein, Tout il le n'y a côté aucun problème. admin, là, Exactement. les frais indirects d'une entreprise, le support. là. Exactement. Le support, Ouais. c'est excellent. Il n'y a aucun problème. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire mieux que l'humain. Et d'ailleurs, il faut les laisser faire parce qu'en fait, ça nous libère, nous. De tâches abrutissantes des fois. Exactement. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Exactement. OK. On passe plus de temps là-dessus. Maintenant, quand on passe un petit peu plus sur des sujets plus sérieux, Mhm. Bon. ils ont des limitations. Tout dans une entreprise, il n'y a pas que ces tâches-là. Il y a des, si on prend les exemples, par exemple, où on a besoin dans les entreprises, on a besoin qui ont par exemple de la recherche et développement. Si on a besoin, par exemple, de comprendre comment on va des découvertes de laboratoires au marché, où est-ce que les innovations elles se sont passées dans le passé, dans les produits OK. que l'entreprise a mis sur le marché, là, ils s'arrêtent. Là, on peut les avoir. Là, on vient de attraper un mur là, à ce moment-là. Là. Exactement. Ils peuvent aider et faire partie de la pipeline de la solution. Oui. Si on peut le dire comme ça. Mais tout seul, ils vont pas s'arrêter là. Si on va sur la maintenance prédictive, parce qu'on parle Oui. du manufacturing, etc. La maintenance prédictive, on a pas mal, dans pas mal d'industries, on met en place des capteurs pour détecter de différents paramètres, etc. De la vibration, de la température, Température, de la l'humidité, pression, de la pression, d'huile, Voilà. name it. Voilà. OK. Name C'est it, à comme on ce dit. moment-là que ces Et alors là, différents qu'est-ce qu'on va capteurs-là- faire avec
les LLM, là, parce que c'est des données de capteurs, donc c'est des signaux, c'est ce qu'on appelle Qui des rentrent en temps données réel, temporelles. tout le temps plus. Exactement. C'est d'autres bases de données qui peuvent pas être supportées par LLM. On peut avoir les LLM une partie si on n'a pas assez de données pour aller complémenter des informations qui viennent de l'extérieur, des connaissances sur les capteurs et leurs caractéristiques pour pouvoir en fait complémenter. Okay. Mais ce n'est pas la solution. Donc, ChatGPT, là, il va dire, bon, bah merci, hein, voilà. Hein. J'aime ça, mais tu me dépeins parfaitement où est le mur qui sépare les Exactement. deux. C'est clair. J'avais une intuition, mais tu me le confirmes. Là, mais ça, c'est juste un exemple. Et dont la lecture, la présentation que j'ai faite hier, j'ai dit, bon, l'IA générative, c'est sympa, c'est bien, hein, c'est bien pour ces tâches-là. Mais il y a tout un autre monde où l'IA, elle peut faire des miracles. Et l'IA, où elle peut faire des miracles, c'est son mariage avec les technologies modernes. Et là, c'est pas les LLM, par contre. Là, c'est d'autres types d'apprentissage automatique, supervisé, non supervisé. Il y a d'autres, le reinforcement learning, etc. Mais on ne rentrera pas dans les détails. Mais c'est juste pour dire qu'il y a toute une pipeline, en fait, de l'IA qui peut résoudre ce problème. Donc, le mariage IA, IoT, avec tout ce qui est capteurs, tout ce qui est drones, les UAV, etc., là, ça peut être miraculeux sur la maintenance prédictive, sur l'optimisation des ressources dans les entreprises, l'allocation des ressources dans les différentes parts de l'entreprise ou autres. L'IA et la cybersécurité, c'est un monde qui se transforme. On ne peut pas maintenant se baser sur l'infrastructure de sécurité qu'on avait auparavant, que les équipes de SOC utilisaient, etc. Parce que maintenant, on a des cybercriminels qui eux-mêmes utilisent de l'IA et qui exploitent un espace de différentes attaques qui est plus grande que ce qu'on connaissait auparavant. Donc, il n'y a pas mieux que l'IA pour attaquer l'IA, pour se protéger de l'IA. Absolument. L'IA et la robotique, mais c'est toute une nouvelle ère qui s'ouvre pour rendre les robots plus intelligents, s'il faut le dire comme ça. Et bien sûr, je sais que ça fait peur aux gens parce qu'ils se disent, bon, les robots, ils vont nous remplacer. Mais c'est pas vrai. On l'a vu dans l'industrie automobile, en fait, où il y a des manufacturiers qui ont des robots qui font de la soudure. Oui. Ça a remplacé le job des gens qui faisaient de la soudure, mais maintenant, ces personnes-là, elles sont derrière une unité de contrôle qui regarde, en fait, qui surveille les robots et qui essaie d'anticiper, de détecter la faille avant qu'elle arrive pour pouvoir, en fait, agir pour changer le robot, pour Absolument. Donc, en fait... C'est le métier qui change. Ces gens-là, ils peuvent maintenant comprendre, programmer le robot pour l'améliorer, remettre les bons prompts pour l'aider et autres. C'est un monde du travail qui change de manière drastique. Et entre nous, moi, si je faisais le travail de soudure, je préférais être derrière une unité de contrôle ou un ordinateur en train de regarder le robot, au lieu de faire la soudure moi-même. Donc, à l'air climatisé et tout, pas avec un casque complètement fou. Non, ça c'est certain. Puis juste pour être sûr que je comprenne bien, dernière fois, je reviens là-dessus, mon clash versus LLM, Machine Learning. Est-ce qu'on peut dire que c'est lorsque le monde physique réel rentre en contact avec l'IA que c'est à ce moment-là que ça vaut la peine d'entraîner un modèle puis d'avoir un objectif précis versus du texte qu'on va feeder, qu'on voudrait améliorer, synthétiser ou peu importe. Exactement. Parfait. C'est exactement ça. Dès qu'il y a le monde On dirait physique... que tu es un prof d'université parce que tu l'expliques d'une manière, la MIA, que même moi, je comprends. Non, mais je pense que vous avez beaucoup plus d'informations et de connaissances que vous le prétendiez, mais oui, c'est exactement ça. Dès qu'il y a le monde physique, dès qu'il y a des choses des mécanismes d'interaction plus complexes. Le génie mécanique là, qui rentre là-dedans aussi. Exactement, c'est tout ça. Les LLM, bon, ça peut faire partie de la pipeline de la solution s'il le faut, mais ce n'est pas la solution. J'aime ça s'il le faut. C'est comme si c'était un mal nécessaire. Fait que, parfait. Est-ce que, mettons, pour les gens en entreprise qui nous regardent, qui se disent « Wow, c'est beau », puis oui, on en a plein de dynamiques d'optimisation de nos setups machines, l'inspection de nos pièces, on entend parler que l'IA est meilleure que nous pour regarder avec certains types de caméras, détecter des dents dans du métal, des fissures, faire de la maintenance préventive, prédire les ventes même jusqu'à un certain point en fonction, comme un petit peu à la bourse, tu l'as dit, plein de facteurs. On a plein d'idées. Ça semble pouvoir faire 1001 choses. Par où on commence dans une entreprise? Comment est-ce qu'on attrape ça? C'est comme des fois une bébite gluante un petit peu qu'on ne sait pas par où attraper. Tu as rencontré des entreprises, tu en as accompagné. Quels sont un peu les premiers b.a.-ba ou les premiers
les premières étapes qu'un entrepreneur devrait faire pour s'initier à ça? C'est une très bonne question, Nicolas, et ça me ramène des mémoires, en fait. Les premières années où j'ai commencé à travailler des entreprises. T'as-tu les goosebumps, là? Non, mais vraiment, ça me ramène des souvenirs, en fait, parce que quand j'ai commencé à travailler avec les premières entreprises, je ne comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Hein. Moi, j'ai fait une thèse. Et voilà, en plus, avec la jeunesse, on est un peu arrogant quand même. Bon, moi, je l'ai jamais été à 100%, mais quand même, on se dit, ben moi, Charles Aznavour, il disait, la jeunesse arrogante, c'est facile, ça. C'est exactement ça. Et je viens de Cambridge, je suis à Cambridge, mais comment ça se fait Mais le problème, il doit venir d'eux. Certainement, hein, bien sûr, parce que c'est pas de moi. Hein. Voilà, regardez. Mes modèles et mes algorithmes, ils sont excellents. Moi, je comprends tout. Et en fait, je me suis rendu compte par la suite, en fait, que le problème, d'abord, il venait du fait que la plupart des entreprises avec qui j'ai interagi au début, ils voulaient de la technologie pour la technologie. Parce que c'est sexy, en fait. C'est sexy de faire maintenant de l'IA. Tout le monde veut en faire. Oui. C'est sexy de dire au CEO, vous savez, on a un projet de maintenance préventive, prédictive, ce que vous voulez l'appeler, proactive même, qui est basé sur l'IA, etc. Et du coup, moi, je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, les entreprises, elles doivent comprendre que la technologie, elle doit être utilisée seulement quand on a besoin d'améliorer un process ou d'améliorer une partie du business. Okay. Au début, déjà. Donc, moi, avec le temps, j'ai appris une chose à faire. Dès qu'une entreprise, elle m'interpelle pour travailler avec moi, je leur dis très, très bien, nous, on n'a aucun problème, on a un portfolio de success stories, venez, vous êtes les bienvenus, on comprend très bien votre problème. Mais avant de se lancer sur ce problème que vous me dites, moi, je vais vous faire une petite formation exécutive. Oh, OK. Voilà. Parfait. Et donc, la formation exécutive, pour moi, maintenant, je lobby pour ça avec les entreprises. Donc, je leur dis, moi, il n'y a aucun problème, on est prêt à travailler avec vous, mais je vais faire une formation exécutive. Est-ce que c'est toi qui la donnes? Oui, c'est moi qui la donne, en fait. Je veux une synthèse de ça. Je ramène mes équipes avec moi, quelques personnes, bien sûr, mais c'est moi qui la fais. Et je dis, cette formation exécutive, je vais commencer par le directeur, par le board of directors, le board de directeurs. Parce qu'il faut qu'ils comprennent. C'est top-down dans l'adoption, c'est sûr. C'est top-down déjà dans la stratégie. Parce qu'après, quand on est dans l'implémentation, c'est le contraire. Hein. Je le fais down-top, parce que c'est ceux-là qui comprennent le métier, c'est ceux-là, les gens qu'il faut convaincre pour pouvoir adopter la solution plus tard, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Et s'il n'y a pas d'adoption, si eux, ils n'adoptent pas, bon, c'est pas la peine. Hein. C'est une co-construction, en fait, de cette solution, parce qu'ils comprennent aussi qu'est-ce que ça leur apporte par rapport à ce qu'ils font maintenant. Ils voient l'évolution, ils touchent avec leurs mains, en fait, le côté positif ou l'ajout, la valeur ajoutée de cette solution, etc. Donc, et ils ressentent avec leur cœur le stress, la pression et la peur de l'inconnu qui va faire perdre leur emploi peut-être. Fait que ça, c'est à adresser éventuellement. Ça ne sera pas par l'emploi, on en a parlé tantôt un peu, mais... mais on travaille sur ça aussi, parce que ça fait partie de cette dynamique, en fait. C'est qu'il faut l'être humain, il est marrant quand même, hein, très marrant. Au début, il ne connaît pas, donc il a peur, il résiste au changement. Il dit non, moi, j'en veux pas, ça ne va rien nous rajouter. J'appelle ça le déni. Exactement. C'est parfait, c'est le terme qu'il faut, hein, le déni. Après, il découvre, il comprend un petit peu plus. Donc, il est excité, en fait. Il se dit, ah, finalement, ça a l'air sympa. Il teste, il voit des choses. Il devient comme un gamin. On lui a donné un jouet et il en veut plus. Et après, il adopte. Mais il y a eu un temps incompressible pour que l'humain s'adapte. C'est ça, des fois, qui est dur à comprendre. Puis à accepter. Exactement. Mais nous, on le comprend parce qu'on l'a vu à travers les différentes industries, à travers les différents groupes avec qui on a travaillé. Donc, on comprend cela. On comprend que ça fait partie du projet du comme projet. Tel pour que ça génère de la valeur. Exactement. Je suis vraiment curieux quand tu rencontres des exécutifs, la haute direction, c'est quoi les notions à haut niveau? On ne fera pas le coup, je comprends, toi et moi, même si j'aimerais ça, là, mais à haut niveau, de quoi on parle? On leur explique ce que c'est. Donc, la question que vous m'avez posée sur qu'est-ce que c'est l'apprentissage automatique, qu'est-ce que c'est l'IA même. Hein. Oui. Donc, moi, je prends un peu de temps pour leur expliquer ce que c'est démystifier les concepts de l'IA, parce que c'est très important. La propagande médiatique autour de l'IA, elle est beaucoup trop grande. Donc, il y a beaucoup de science-fiction, en fait.
Donc, ce qu'on leur explique, c'est quoi les concepts de l'IA. Ça vient pas des films? Ça vient pas de Star Wars, l'IA? Tout le monde pense ça. Ouais. D'ailleurs, C'est une blague, là. on pose la question. Alors, vous avez vu le film Terminator? Ouais. Oui, on l'a tous vu, mais non, c'est pas ça. s'il C'est vous pas plaît, non. ça du tout. Donc, on leur explique ce que c'est l'IA. On leur explique ce que c'est les apprentissages automatiques. Qu'au final, c'est juste, voilà, c'est des données, c'est des informations. C'est l'algorithme. Je leur montre même comment c'est l'algorithme, simplement, comment ça calcule, etc. Pour juste leur montrer qu'en fait, on ne rentre pas dans les détails, mais on leur explique, c'est juste une façon d'extraire de l'information d'une grande base de connaissances que vous avez collectées, que vous avez... Le même principe de la maison de tantôt, mais Exactement. on commence là, puis Exactement. on s'en va ailleurs. Après, je leur explique c'est quoi les ingrédients. Déjà, je leur montre les cas d'utilisation qui ont réussi dans leur secteur. OK. Donc, on le fait par secteur. Quand on a des financiers, eh ben, c'est l'IA dans la finance, c'est pas l'IA ailleurs. C'est quoi les success stories qu'on a rencontrés nous ou qu'on a travaillé là-dessus, parce qu'on leur explique aussi les étapes de comment en fait ça s'est fait. Pourquoi on fait ça? C'est pour donner du courage, pour donner du positivisme? Pour leur expliquer c'est quoi les cas qui pourraient marcher chez eux comme ils ont marché chez les autres, en sachant qu'ils sont différents bien sûr. Comme dans une étape discovery, un petit peu sur quoi est-ce qu'on va travailler en premier. Exactement, et aussi, c'est pour limiter ce champ aussi de « on veut tout faire ». Ah, OK. Voilà. Faut prioriser, parce que le temps, l'argent, il est limité pour tout le monde. Là. Exactement. Comment est-ce qu'on priorise des projets IA? Alors, je continue sur cette excuse-moi, formation j'arrête. continue. Non, parce que ça va vous expliquer en fait où on va. Parfait. Donc après, on leur explique les ingrédients qui sont les données, qu'est-ce qu'ils sont, d'où ils viennent, comment on peut les collecter, les problèmes qui sont associés avec à haut niveau. On ne rentre pas dans les détails techniques, on parle de l'infrastructure, c'est très important. On ne peut pas faire des solutions de l'IA si on n'a pas des supercalculateurs, si on développe, si on n'a Est-ce pas qu'il faut du que ça cloud. soit tout le temps sur des edge servers ou ça peut tout se faire sur le cloud? C'est exactement ça en fait. On leur montre des exemples où il faut du cloud ou des exemples où c'est pas le cloud qui va aider parce que dans le développement, il faut avoir des supercalculateurs et des centres de données. Bien sûr, les entreprises, elles vont pas acquérir elles-mêmes leurs centres de données, mais elles peuvent collaborer avec des instituts de recherche, ou infrastructure as a service ou autres, en fait. Et du coup, c'est pour qu'ils comprennent que, voilà, même les investissements en termes de la solution, ça dépend aussi de ça et de la solution envisagée. Après, on leur explique aussi pour le edge, la périphérie, edge computing, etc. Surtout pour les capteurs, l'Internet des objets, etc. Absolument. Donc, on leur explique cette infrastructure. Après, on parle bien sûr de tout ce qui est gouvernance et éthique pour leur expliquer qu'il y a quand même un côté... Il y a un cours là-dessus, gouvernance et éthique. C'est très important. C'est très, très important parce que c'est le rôle, dans les équipes de direction, c'est le rôle d'être le policier de l'utilisation des systèmes de l'IA. C'est pas, bien sûr, il y a un service juridique, il y a un service ressources humaines, etc. Mais le vrai policier, c'est le comité de gestion, en fait. Absolument. C'est les règles de gouvernance, c'est les règles du jeu. On s'en va jouer au baseball, par exemple. Là, moi, je regarde le baseball de ce temps-ci, mais voici les règles du jeu. Il y a X nombre de manches, on a 3 frappeurs, 3 retraits. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait est-ce que tu donnes des exemples de règles de gouvernance qui devraient être mises en place? Parce que c'est un défi, des fois, pour les entreprises qui ne savent pas c'est quoi, jusqu'où ça va, comment encadrer l'utilisation de quelque chose que je ne maîtrise pas. Fait que ça, vous aidez dans ce sens-là aussi. Exactement. Et, en fait, moi, je ne suis pas une experte de la matière, mais c'est les expériences. Et aussi, on se base sur les recommandations mondiales, sur tout ce qui a été mis en place auparavant. Donc, moi, je ne rentre pas dans les détails d'explication de la gouvernance à 100%. Mais on prend les meilleures pratiques d'affaires, puis on les apporte. C'est pas là que l'innovation est de ton côté, je comprends. La gouvernance, c'est pas, non, mais ça fait partie du projet. Mais ça fait partie du projet. Et à la suite de ça, en fait, ça c'est un programme sur 2 jours. C'est très court, mais très intensif, en fait. Et à la fin... 8 heures par jour, genre? Pardon? 8 heures par jour, 2 jours, non, temps plein 7 heures, parce que quand même, 7 heures, c'est des bonnes journées. Oui, mais les comités de direction, ils n'ont pas le temps. On ne peut pas les prendre plus que ça, en fait. Déjà, c'est énorme. Mais on a vu que les gens, ils s'intéressaient beaucoup à ce genre de format parce que ça leur permet d'ouvrir les yeux, ça leur permet de comprendre ce que les gens font ailleurs, parce que même les exemples des cas d'utilisation qu'on leur présente, ça vient du monde entier. C'est pas focus sur un continent ou sur une nation, c'est vraiment les success stories. Voilà, c'est ça, en fait. J'aime ça. Et à la fin de cette formation, l'après-midi, et c'est là où le magique, elle se passe. Parce que là, on les met à travailler sur... Maintenant, vous comprenez ce que c'est. Vous avez vu ce que font les autres. Comment ce que vous avez appris peut être
exploiter chez vous. Donc, on les fait travailler sur leur cas d'utilisation. Comme un atelier de travail rendu là. C'est à eux de travailler fort. Exactement. OK. Et on les mélange un petit peu parce qu'il ne faut pas qu'ils soient toujours ceux qui travaillent ensemble tout le temps. Un petit peu Comme de ressources les gens humaines. de la chaîne de valeur, on Exactement. les mélange ensemble, on fait des multidisciplinaires. Exactement. Okay. Et ça c'est marrant par contre parce qu'en général avec les équipes de direction, ils disent là, hey, moi j'aime pas travailler avec lui, moi j'aime. Non, mais. C'est dans l'intérêt supérieur de l'entreprise qu'on fait ça. Là, vous n'avez pas grand-chose à dire. On comprend que vous êtes l'équipe de direction. Mais là, c'est chez moi, donc je mets les règles. Et en fait, c'est là où on fait la prioritisation des projets avec eux. Parce que au bout de 3 heures et demie de cet atelier de travail, on a sorti 50 idées. 50. 100 idées, whatever. C'est toujours entre 20 et 50. C'est vrai, c'est pas une blague. Hein. C'est entre 20 et 50. Hein. On peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Et c'est là où on les aide à la fin de cette journée ou cet après-midi de faire une prioritisation de projet. C'est une espèce de feuille de route où on leur explique les cas d'utilisation qui sont excusez mon terme, bidon. Bidon, ok, c'est bon, parfait. Ça sert à rien. C'est de l'hallucination. C'est de l'hallucination. Les solutions qui existent déjà, qui peuvent juste acquérir, on leur dit, bon, ben voilà, hein, ça existe, c'est des solutions digitales. C'est tablette déjà, là. Exactement, vous n'avez pas besoin. Et on fait cette feuille de route avec des projets court terme, long terme, etc. Moi, j'ai toujours ce conseil avec mon expérience très très humble dans ce domaine, c'est qu'il faut toujours aller sur des prototypes au début et des prototypes assez courts pour voir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Parce que si on va passer 1 an sur un projet pour se rendre compte que ça ne sert pas à grand chose, c'est pas la peine. Okay. Ouais. Est-ce qu'il y a un danger des fois à faire trop de projets pilotes ou de prototypes puis de jamais rentrer en production? Des fois, c'est un cercle vicieux que je vois chez certaines entreprises puis qu'on n'a pas créé de valeur. Là. Moi, honnêtement, ce que je leur explique toujours, c'est qu'il ne faut pas en faire 36 000. Hein. OK. Et sur ce travail qu'on fait avec eux, bon après, c'est peut-être pas généralisable à la façon avec laquelle les gens travaillent ou les industries, mais pour toutes celles avec qui on a travaillé, c'est vraiment, on priorise vraiment le cas ou les 2 cas qui vont apporter de la valeur. Parce qu'au final, ce qu'on se rend compte dans les industries, quand on les met ensemble, cette chaîne de valeur, elle est très importante. Mm-hmm. En général, les décisions qui sont prises dans les entreprises, elles sont déconnectées. C'est des silos, ça c'est classique, absolument. Une fois qu'on c'est fort de la couverte de mon côté, c'est mon projet en premier. Exactement. Et quand on les met ensemble, ça les force à travailler ensemble, certes, mais ça fait sortir même aux dirigeants qu'en fait, au final, ils sont en train de faire des choses très similaires, mais ils ne se rendent même pas compte. Mm-hmm. Ou ils font des choses qui ne sont pas consistantes, alors que la chaîne de valeur, elle va du bout au bout. Oui. Et donc, en fait, quand on prend des décisions dans une partie de la chaîne de valeur, elle affecte les autres décisions négativement. Most of the time. Et ils ne se rendent pas compte, en fait. Parce qu'ils ont pris cette décision séparément. Avec des œillères. Et des ailes, sûrement. Ouais. Mais là, quand on a cette chaîne de valeur en face de nous, avec les dirigeants, et qu'on voit ces use cases qui ressortent, ouais. Vite fait, on ne prétend pas être il peut y avoir des étoiles dans les yeux des gens. Je suis sûr qu'ils font des déclics. Mais on voit exactement où est-ce qu'il est le problème. Il est où l'inefficacité? Et c'est là où on target, en fait. L'inefficacité en termes de coût, en termes de temps, en termes de process. Et ça revient à l'essence dollar. Tout ça est traduit en dollars, c'est sûr. Bien sûr. Allez-vous jusqu'à calculer des retours sur l'investissement, des fois, sur ces projets-là de prioriser? Mais bien sûr. C'est important, ça? C'est très, très important pour les entreprises. C'est ou réduction de coûts, oui. Parce qu'il y a une partie du process qui est très lourde. D'habitude, c'est la supply chain. Oui. Voilà, parce que on a des fournisseurs. Durant le COVID, il y a eu le canal de Suez, il y a eu ci, il y a eu ça. On a plein de fournisseurs, peut-être que c'est pas les meilleurs, parce que bon, on continue à utiliser les fournisseurs qu'on utilisait il y a 20 ans, parce que bon, c'est pour des raisons plus simples, etc. Mais qu'il y a d'autres fournisseurs qui peuvent vous coûter moins cher et qui peuvent délivrer un produit de qualité ou autre. C'est la distance ou autre. Donc, c'est ça, en fait. Et donc, on voit très vite, à partir de cette chaîne de valeur, les inefficacités et où les systèmes de l'IA peuvent aider à résoudre ce problème parce qu'on va ou automatiser un process qui n'est pas automatisé,
où on va en fait faire de l'optimisation des ressources, allocation. Donc, on va focus sur cette partie-là avant d'aller plus loin dans l'entreprise. Où on va faire de la maintenance prédictive parce que c'est là où on a le plus de pertes d'argent parce qu'on a des machines et des équipements qui tombent en panne, donc on est en panique, etc. Est-ce que c'est vrai de dire que vous allez prioriser les projets en fonction de l'effort à mettre ou le gain potentiel versus le gain stratégique? C'est exactement ça. Génial, parfait. C'est exactement ça. On travaille pareil, vous et moi. J'adore ça. Mais c'est le plus simple. Après, nous, bien sûr, on est une université, donc on aime bien aussi aller sur des projets un petit peu plus poussés où on peut mettre... faut pousser la recherche. Exactement. C'est comme... c'est l'impossible qu'il faut aller travailler. Écoute, Lamina, c'est hyper stimulant. Tu rends ça accessible, pragmatique même. J'ai adoré que tu me décrives cette démarche-là. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Je te parle là, depuis peut-être 5 minutes, j'ai l'impression, mais je suis sûr que ça fait pendant 40 minutes qu'on jase parce que... Puis, je discute avec toi, là, puis t'es passionné. T'as le sourire facile, t'es pleine d'énergie. Puis, tu sais, présentement, on est dans un beau chalet canadien, en Boiron. Dans le nord du Québec. Là, il va y avoir plein de neige, puis on va aller faire du snowboard ou du ski bientôt ensemble. Puis on est assis sur le bord du feu présentement, qui est juste en arrière de toi, parce que c'est quand même froid dans la pièce. Si je sais pas pourquoi, mais tout le monde est gelé un petit peu. Là, c'est froid à Montréal-Connect. On va monter la température l'année prochaine. Puis pour garder ton feu intérieur à toi allumé, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, autant personnelle que professionnelle, pour mettre des bûches dans ton foyer intérieur, pour revenir là, devant tes élèves puis avoir cette drive-là, cette énergie-là, cette passion d'aller vers les projets qui sont impossibles parce qu'il faut qu'il y ait une dimension aussi recherche, tu fais partie de l'université. Puis ça peut être autant professionnel que personnel, mais je suis curieux comment tu entretiens ta flamme intérieure pour contribuer à ce domaine-là. Je disais à mon père une fois, en fait, que les gens, quand ils me voient, ils disent que ils me prennent pas très au sérieux la première fois parce que j'ai l'air jeune, même si je le suis pas, mais physiquement. Hein. Et je lui dis, le secret, c'est que on est dans une université, donc on est entouré de jeunes. Hein. Donc ça l'aide à rester jeune. Ça aide en fait à rester jeune. Ça c'est bon, ça c'est un bon secret. Moi, en fait, j'ai toujours été curieuse de la vie. Donc, moi, j'ai pas fait des études de mathématiques parce que j'ai été passionnée par les mathématiques ou autres. La vérité, c'est que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'aimais pas la biologie, la physique et la chimie parce qu'il y avait la partie expérimentale qui m'intéressait pas en telle. J'avais l'impression que c'était de la cuisine un petit peu. Bon, c'est pas sympa pour ces sciences. Ce sont des sciences qui sont très, très importantes hein, dans la vie, mais c'est pas un truc qui m'intéressait. C'était selon tes valeurs à toi ou tes préférences. Mes préférences. Ouais. Et du coup, j'ai fait des maths. Et après, en fait, ce que je me suis rendu compte au final, c'est que grâce à ces mathématiques et ces algorithmes et cette informatique, en fait, j'ai l'impression que je détiens. Alors ça, c'est très poétique, hein, mais je vais le dire quand même. Hein. Je détiens les clés des secrets de l'univers. Oh, c'est joli ça. Voilà. Donc en fait, j'ai envie. Je sais qu'on est sur Terre pour une durée limitée, et j'ai envie de découvrir tout ce que je peux découvrir. Et du coup, j'ai l'impression que je suis dotée d'un pouvoir magique qui me permet de résoudre pas mal de problèmes, de comprendre, d'apprendre des gens aussi, parce que dans ce cercle-là que je vous ai expliqué, que je vous ai, vous avez l'impression que j'ai le rôle de la professeure en fait, qui sait quoi faire, etc., les structurer, etc. Non, mais on en a parlé tantôt quand même. Là, des fois, il y a eu un blocage. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je ne sais pas tout. Là. Il y a des... mais j'apprends, moi, de ce procès. J'apprends des gens, Moi, je connais beaucoup de choses sur la finance, sur l'extraction minière, sur l'énergie, alors que je ne fais pas partie du domaine. Tu as une culture générale assez développée quand tu fais différents domaines comme ça. Puis ce qui est magnifique dans ce temps-là, souvent, c'est de refaire des liens. Exactement. Que tu t'en vas dans un domaine de la plasturgie, puis tu te reviens de bord, puis tu t'en vas dans le domaine minier, puis tu te dis, hey, eux, ils ont fait un dynamic pricing en fonction de telle chose, puis on va amener ce concept-là ici, puis on va révolutionner quelque chose. Fait qu'on côtoie des jeunes, on a la conviction qu'on a les clés du pouvoir avec nous. De l'univers, pas le pouvoir politique ou autre. Ça, c'est pas important. OK, c'est ça que je voulais dire.
c'est encore plus grand et plus noble dans ma tête. Et on apprend déjà. On apprend. Parfait. Je mets ça dans ma poche, puis je m'assure d'utiliser ça demain. 2 autres questions pour toi. Parce que je vais te garder toute l'après-midi avec moi, là, c'est sûr. Écoute, je m'amuse beaucoup, puis on est dû pour aller prendre un café. Ou un thé ensemble, comme tu le préfères. Puis, Café. Un café, parfait, c'est beau. Café, c'est bon. Aussi, j'en ai un, le mien, il est là tantôt, mais je sais que tu n'en as pas. Fait que par politesse, je ne prends pas le mien. Je fais attention. Mais disons qu'il est moins bon ici. Puis j'ai le goût de prendre l'air, d'aller prendre une marche avec toi, Lamina. Puis on se promène dans la rue à Montréal. Puis là, on cherche un bon café. On se dit, il y en a un là-bas. Puis en marchant dans la rue, j'ai failli tomber par terre. Puis je me penche, ben ouais, qu'est-ce que je suis quand même bon. Moi aussi, je fais beaucoup de courses, là, et ainsi de suite, comme toi. Tu es une joggeuse, tu m'as dit juste avant. Puis je regarde, puis je me rends compte que j'ai trébuché, mais sur un morceau de bois. Puis en fait, je me rends compte que c'est une baguette magique. Puis cette baguette magique-là, tu sais, je suis quelqu'un de relativement généreux à mes heures, puis là, j'ai le goût de l'être. Fait que je peux te la remettre, puis je t'adonne cette baguette magique-là, puis tu as un vœu que tu peux faire. Dans la mission de, autant avec l'université, ce que tu fais auprès des entreprises, quel vœu est-ce que tu pourrais faire pour avoir encore plus d'impact, étant donné que tu as les clés de l'univers, anyways, déjà, là? Quel vœu est-ce que tu peux changer n'importe quoi dans le monde, la mentalité des gens, l'argent, c'est pas important, les émotions des gens non plus. Qu'est-ce qu'on on change, on ajoute, on enlève? Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Donner accès à la formation à tout le monde. Ah, c'est beau, c'est noble, ça. Mais la formation vraiment technique, hein. Pas la formation, bien sûr, dans toutes les nations, les pays, il y a des efforts des gouvernements, etc., pour former. Bien sûr, il y a des écoles, etc. Mais moi, je veux... Technique, là. Oui, technologique, si on peut même aller dans cette direction. OK, là, on narrow down. Ouais, technique, pas dans le sens tout le monde doit apprendre des mathématiques ou de l'informatique. Moi, je pense qu'on rentre dans une ère où la technologie, elle va pas s'arrêter. On va aller de plus en plus vers un monde plus technologique, plus comment dire, guidé par ces technologies d'une manière ou d'une autre. Et moi, je veux que tout le monde, hein, vraiment, surtout les personnes défavorisées dans les régions rurales ou au Canada, il y a les Premières Nations, comme nous en Australie, on a les Aboriginal people and First Nation people. Donc, c'est ces populations-là. Parce que moi, j'ai envie qu'on donne aux gens le droit de décider de leur sort. Et vraiment, moi, l'éducation, pour moi, ça a été très, très important, en fait. Ça a vraiment complètement changé ma vie, en fait. Peut-être que j'aurais pas été là avec vous à Montréal. Je suis convaincu, c'est sûr. Si j'ai pas eu cette éducation. Et moi, j'ai envie que les gens aient le choix de décider de leur sort. Et qu'ils aient les moyens de pouvoir faire autre chose et décider de leur sort. Fait que c'est un coup de baguette magique là, exemplaire qui ressemble un petit peu à celui que Jamal a fait. Jamal, excuse-moi. Ah oui, il me l'a pas dit. On ne s'est pas concerté sur la réponse. Aucunement, mais vous êtes dans la même université là, quand même. Là. Oui, et je pense qu'on est porté dans cette université. Il y a un beau projet, lui, qui entretient par rapport à ça. Je pense en Afrique, avec la grande francophonie. Je pense qu'il me disait qu'il allait avoir pas loin de 540 millions de francophones en Afrique, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis fait que je brainstormais un petit peu avec lui. Fait qu'il y a une convergence pareille dans ce que vous avez un petit peu. Là. Je pense qu'on est dans cette université. Et moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint cette université. Hein. C'est l'idée du projet lui-même, en fait. C'est l'Afrique, le continent qui a toujours été délaissé ou qui est toujours vu comme le continent à problème. Non, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ci. Alors que l'Afrique regorge de talents, en fait. Moi, j'aime bien l'appeler. Je suis très influencée par Lamine. Je pense c'est un gisement, en fait, de talents. Et je pense qu'il est temps quand même que ces jeunes... et l'opportunité, exactement, ils se positionnent en fait, et parce qu'ils sont, peut-être qu'on est biaisé parce qu'on vit cette dynamique, on la voit, mais brisons ce paradigme-là un petit peu de conception de ce que ça peut être, puis donnons les moyens pour que ça devienne le plein potentiel de tous ces gens-là. Exactement, et aussi parce que dans cette ère de l'IA, bon maintenant c'est l'IA générative, après on va parler de l'IA agentique, après on va avoir d'autres types, parce que moi je suis convaincue que cette IA,
Elle va continue d'évoluer. Exactement. C'est sûr. On va l'appeler autre chose peut-être dans quelques années ou dans quelques mois ou dans quelques semaines. Who knows? Mais en fait, vraiment, moi je pense que c'est une chance aussi pour cette jeunesse et je pense qu'il faut absolument qu'on leur donne les moyens pour construire aussi un avenir plus digne que peut-être leurs parents, les ancêtres. Mais aussi, dans cette bataille, il n'y a pas que l'Afrique, parce que on voit que maintenant, le monde, il est divisé entre les États-Unis qui prennent le devant et la Chine qui est dans la course. Mais on a l'impression que tout le monde autour est en train de trouver le chemin, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même il y a peut-être une troisième voie possible, quelque chose d'autre aussi comme leadership. Mais il faut qu'on la crée, et surtout, il y a aussi la francophonie en plus de l'Afrique. Donc, je pense qu'il y a quand même une chance pour cette dynamique. On apporte l'éducation technologique. Puis aussi un peu de hardware à ces gens-là. Oui, bien sûr. Mais un minimum, mais c'est surtout l'éducation technologique pour être curieux, aller plus loin, pouvoir faire créer. Puis moi, un des concepts qu'on apporte souvent, c'est la dématérialisation. Oui. Maintenant, là, il y a tellement de choses qui sont possibles sans un investissement majeur dans le monde virtuel, les jumeaux numériques, peu importe. Fait que il faut rendre ça accessible. Oui, et moi, j'irais même plus loin, en fait, parce que le hardware, c'est important, mais quand on éduque les gens sur la partie technologique, les gens, par nécessité, ils sont très innovateurs. Absolument. Et ils trouveront la solution. Parce que pour l'instant, quand on parle aussi du hardware, c'est l'infrastructure qui nous permet de construire ces systèmes de l'IA ou ces technologies de l'IA. Et pour très longtemps, on nous a dit, les grandes tech américaines et les grandes startups américaines, on ne peut rien faire dans les LLM et l'IA générative si on n'a pas beaucoup de données, si on n'a pas des GPU de NVIDIA extra, je sais pas quoi, si on n'a pas les talents des États-Unis. Et en fait, moi j'aime bien... Ça semble propagande un peu, mais limite, c'est du lavage de cerveau dans le sens, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas le faire, et il n'y a que les Américains qui peuvent le faire, ou les Chinois. Ce qui est faux. Et DeepSeek, quelques mois au mois de janvier, ils nous ont dit, ben non, en fait, regardez. C'est un beau message. Moi, je pense que les gens, ils doivent regarder ça en se disant, mais c'est génial, en fait, avec un peu d'ingéniosité, avec de la volonté, on peut y arriver. Mais ils sont arrivés parce que leur talent, ils y croyaient, ils ont mis, ils se sont mis là-dedans, en fait. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, bien sûr, on aura la formation technologique, mais on aura aussi la formation technique, des gens qui sont capables de développer. Donc, et ces deux-là, c'est un mariage qui fait des miracles. Hein. Même le hardware, à un moment donné, ou l'infrastructure, on y arrivera. Absolument. On trouvera des solutions. Hein. On va donner accès à un téléphone aux gens, un laptop, c'est 100% possible. Écoute, c'est un hyper beau coup de baguette magique, extrêmement noble. Puis j'ai une dernière question pour toi. Puis je te laisse aller après à l'événement pour pas monopoliser ta journée. En fait, c'est ma question d'inspecteur de police. Ça, là, ça c'est dur, là, par exemple. Mais en fait, c'est quelle question est-ce que je ne t'ai pas posée que j'aurais dû te poser? Qu'est-ce que je ne sais pas encore que je devrais savoir à propos de toi, la mission que tu portes au travers autant l'université, l'éducation, ce que tu apportes dans les entreprises? Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée mais j'aurais dû ou j'aurais pu? Je pense que vous m'avez posé des questions. Un bon tour de roue qui est fait, j'ai été tanassé. Surtout le dernier coup de la baguette magique, je m'y attendais pas, mais c'est une excellente question. Je pense que ce que peut-être pas une question, mais moi je suis très heureuse d'être là et merci de m'avoir accueilli parce que moi je porte le Canada dans mon cœur. Il y a la francophonie, mais il y a le Commonwealth aussi. Oui. Voilà. Donc moi il y a le Maroc qui a une très bonne relation avec le Canada et qui sont des pays amis. Donc, non, et le pays à l'honneur cette semaine. Et le pays à l'honneur, j'espère qu'on l'a honoré par notre présence, puisqu'on a été quand même très chanceux. Très présent, pour vrai. Est-ce que vous connaissez Souad
Elle Malem. Je la connais pas personnellement, mais j'ai eu de la chance de la croiser en fait au cocktail qui a été mis en place soir, lundi. Lundi, ok, moi j'étais pas là au cocktail, je vais faire une entrevue avec elle. Puis tu me fais penser à elle un peu. Dans l'énergie, la drive, tu sais, à un autre. Une grande dame. Ouais, je te rends l'appareil. Alors, sur ce, je drop de mic. Je te remercie beaucoup d'être passé à la chaise bleue. Puis pour une prochaine fois, je l'espère. Merci beaucoup, Nicolas. Bon salon. Merci. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.